À quoi va ressembler le futur? C'est une question qui me tracasse depuis un bon moment. On dirait que tout s'accélère. Je sais pas pour vous, mais on dirait que tout change de plus en plus vite. C'est peut-être parce que je suis naïf, peut-être que c'est parce que j'ai 20 ans, mais on dirait que on est à l'aube d'une grande transformation de l'espèce humaine. Inévitablement, le monde va changer complètement dans les prochaines années. Bienvenue dans la première vidéo de ma trilogie sur le futur. On va essayer de comprendre ensemble ce qui nous attend dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Dans cette première vidéo, on va se concentrer sur l'intelligence artificielle, la technologie et la décentralisation. Êtes-vous prêts? On se lance dans un grand voyage vers le futur. J'ai pas de machine à voyager dans le temps, fait que je peux pas prédire exactement à quoi va ressembler le futur. Par contre, avec de la recherche, on peut faire des prédictions. J'ai fait, et je fais encore activement, une grande recherche sur le futur. Et une partie de ma recherche pour cette vidéo s'est faite sur le terrain. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'assister à plein de conférences sur le futur qui m'ont appris plein de choses à C2 Montréal. Merci à eux qui collaborent avec moi pour cette vidéo. Ils vont me permettre de vous partager plein de choses très cool, comme une entrevue avec un robot à venir dans cette vidéo. En me demandant à quoi va ressembler le futur, j'ai pu cerner ce que je considère être les plus grands enjeux du futur. J'ai fait la liste des enjeux qui vont fatalement nous toucher dans les prochaines années. Et je vais vous faire un genre de portrait de chacun de ces enjeux au meilleur de mes capacités dans chacune de ces 3 vidéos sur le futur. Et non, mes cheveux qui sont rendus presque blancs, c'est pas un enjeu du futur, c'est juste quelque chose que j'ai essayé. On commence avec le premier enjeu. Vous en avez déjà entendu parler, mais peut-être que vous sous-estimez son importance dans tous les éléments de notre quotidien. On désigne par intelligence artificielle la capacité d'intégrer des formes d'intelligence humaine dans une machine. Pour comprendre le futur, il faut d'abord comprendre le passé. L'intelligence artificielle, ça vient d'où? 1950, Alan Turing met au point le test de Turing, qui a pour but de déterminer si une machine est intelligente ou non, via un test de discussion entre 2 êtres humains et une machine. 1951, Marvin Minsky et Dean Edmonds créent la première machine dotée d'un réseau de neurones virtuels capable d'apprendre le snark. 1955, John McCarthy invente le terme intelligence artificielle. 1961, General Motors est la première compagnie à utiliser un robot industriel qui remplace des humains sur une ligne de production. 1966, Stanford crée Shaky, le premier robot mobile qui peut raisonner sur ses propres actions. 1997, Deep Blue, le robot de IBM, bat le champion du monde aux échecs. 2002, les premiers robots aspirateurs sont commercialisés. 2011, Apple lance Siri. 2014, Eugene Goosman, un chatbot, passe le test de Turing et se fait passer pour un être humain. La même année, Amazon lance Alexa, un assistant virtuel sous forme de radio. 2017, le robot AlphaGo de Google bat le champion du monde du jeu Go, un jeu de table très complexe de par son nombre de possibilités hallucinant. 2018, Google lance Duplex, un assistant vocal qui imite l'être humain à quasi-perfection et qui peut faire des tâches comme appeler des restaurants, faire une réservation chez le coiffeur ou se renseigner sur les produits d'un magasin. La même année, un robot intelligent peint un portrait qui se vend ensuite aux enchères à 430 000 $. 2019, Tesla réussit à créer des autos intelligents qui conduisent toutes seules pour des longues distances. Et voilà, on en est là. La technologie a connu une progression exponentielle dans les derniers 50 ans, ben c'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Si en 1960, les robots existaient uniquement dans les livres et les films de science-fiction, aujourd'hui des robots qui sont intelligents, efficaces, rapides et capables de nous remplacer dans plein de tâches existent déjà. L'intelligence artificielle, c'est un des plus grands enjeux du futur, sans aucun doute. Jameson Wetmore, aujourd'hui un professeur, nous a dit que la technologie, ben c'est pas bon, c'est pas mauvais, mais attention, c'est pas neutre non plus, parce que la seconde où une technologie existe, elle a un impact. L'intelligence artificielle, ben c'est ni positif, ni négatif, ni neutre. En fait, c'est un outil, comme un marteau. Un marteau, ça peut être utilisé pour construire des magnifiques maisons, mais ça peut aussi être utilisé pour tuer des gens. Sauf que si un crime est commis avec ce marteau-là, ben personne va blâmer le marteau. On va blâmer l'être humain qui tenait le marteau. Ben c'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Le danger, c'est que des humains mal intentionnés se servent de ces machines intelligentes à des fins dangereuses. Ok, attendez un petit peu. Pour parler d'intelligence artificielle, il faut d'abord comprendre un peu de quoi on parle. Une machine normale, qui n'est pas intelligente, fonctionne comme ceci.
elle suit un code, un programme. On peut voir ça comme un arbre de possibilités. Si je clique sur tel bouton, ben la machine va faire telle action. Tout est défini à l'avance. Les machines font juste suivre le protocole qu'on a déjà établi. Une télécommande, un écran, un malaxeur, ta caméra, ton ordinateur, même ton iPhone en majeure partie, c'est des machines qui sont pas intelligentes. Même si ces machines font des grandes choses, ils n'ont aucun mérite. Le mérite revient entièrement aux ingénieurs et concepteurs qui ont créé ces machines. C'est eux qui ont déterminé toutes les actions possibles. La caméra, par exemple, elle fait juste suivre des protocoles mécaniques et informatiques préétablis. L'intelligence vient donc de l'être humain qui a créé la caméra et non pas de la caméra. Là, je me sens mal pour la caméra qui me filme. Désolé, t'es pas intelligente. C'est l'être humain qui t'a créé qui est intelligent. Alors, comment on fait pour injecter de l'intelligence à une machine? On utilise l'apprentissage profond, ou deep learning en anglais. Voici un exemple. Admettons qu'on veut créer une machine qui reconnaît les chats. Ben oui. La méthode traditionnelle serait de programmer chaque caractéristique des chats une par une. Exemple, les chats ont des oreilles triangulaires, les chats ont du poil, etc. Ça prendrait beaucoup de temps et surtout ça donnerait une machine imparfaite parce que c'est impossible de faire un portrait textuel de tous les chats sur Terre. La machine pourrait confondre un chat avec un tigre, par exemple. Alors vient la méthode de l'apprentissage profond. Au lieu d'inscrire manuellement chaque caractéristique des chats, ben on va donner à la machine une tonne de données. Donc on va lui donner 100 000 photos de chats. Et à partir de cette immense collection de données, la machine va établir toute seule des caractéristiques qui reviennent chez les chats. La machine apprend donc par elle-même ce qu'est un chat. Donc, plus on lui donne des données et du temps, plus elle est intelligente. C'est grossièrement le même processus qu'un être humain fait pour apprendre. Si on veut apprendre à conduire, par exemple, ben, il nous faut de la pratique, il nous faut l'expérience de conduire. Plus on conduit, plus on a des données, et plus on a des données, ben, meilleur on est sur la route. C'est ça l'apprentissage profond. Ça imite le fonctionnement des neurones dans le cerveau humain. Et comme un cerveau humain, la machine peut faire des liens et des associations toute seule. Est-ce qu'on peut parler de conscience dans une machine? Non, pas encore. Par contre, on peut réellement parler d'intuition. Des robots qui sont réellement intuitifs. Voici l'immense enjeu qui vient avec ça. Il y a un grand transfert de l'intelligence. Avant, c'était les êtres humains qui donnaient de l'intelligence aux machines. Maintenant, les machines sont intelligentes et ont besoin uniquement de données pour fonctionner. Ça, c'est des millions d'emplois en ingénierie ou en programmation qui vont complètement disparaître ou se transformer. La machine n'a plus besoin d'être programmée ligne par des humains. La monnaie de l'intelligence artificielle, ce sont les données. Et voilà pourquoi on parle de plus en plus de protection de vos données personnelles et des scandales des données avec Facebook et Google. L'or du futur, ce sont les données. Allô, comment ça va? Pourquoi ils répondent pas à mes questions? On s'en va interviewer les gens ici à C2 Montréal. Let's do it. But I think the future will bring more of humanity, like how to feel again, how to talk again, how to look into your eyes and see like, oh my God, you have beautiful eyes. On est avec, ton nom c'est? Violette, Violette, t'as quel âge? 18 ans. Si t'avais à dire le plus grand enjeu du futur, ça serait quoi? Être gentil avec les gens. Mais gentil dans le sens qu'on arrête de les juger, on arrête de dire « Ah mais moi je suis mieux que toi, donc tu sais moi je mérite d'avoir plus d'argent puis de vivre une meilleure vie » parce que c'est pas vrai. On est avec Fred Bastien. Qu'est-ce que tu fais ici à C2, toi? Je viens enrichir ma vie. Le plus grand enjeu du futur pour les humains, ça va être d'apprendre à mieux collaborer ensemble puis de valider les perspectives qui ne sont pas les leurs. On est avec Gaspard G, Salut Émile Roy. aussi connu sous le nom de... Gaspard G. Le plus grand enjeu du futur, hier j'étais à la conférence de will.i.am. will.i.am nous disait la data. Les amis, la data, attention, 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 parce qu'aujourd'hui il y a des milliers de consommateurs qui ne sont pas au courant, mais aujourd'hui c'est une espèce de nouvelle forme de richesse pour des grands groupes corporatistes. C'est pas un secret, les compagnies récoltent vos données, et ce, ouvertement depuis des années. Aujourd'hui, il y a un terme pour parler de la plus grande collection de données au monde, c'est le Big Data. Le Big Data, c'est un immense ensemble de données qui devient trop gros pour être traité par nos cerveaux humains ou même par les logiciels de traitement de données traditionnels. Il faut donc traiter ces données dans des immenses serveurs, ce qu'on appelle communément le cloud. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Le Big Data, c'est l'ensemble des tweets depuis l'ouverture de Twitter. C'est tous les commentaires, tous les likes et tous les partages sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux. C'est tous les déplacements d'auto faits sur Google Maps dans le monde depuis son lancement. C'est l'historique de tous les traitements
documents médicaux que possèdent les compagnies d'assurance santé. C'est toutes les données électorales d'un pays. C'est tous tes achats faits sur crédit et toutes tes habitudes de consommation par mois. C'est ce que tu choisis de regarder sur Netflix, où, quand et pour combien de temps à la fois. C'est où tu habites, où tu te déplaces, à quelle fréquence, c'est tes opinions, tes valeurs et tes habitudes de vie. Tout ça, c'est un volume de données gigantesque qu'on peut pas se représenter à l'échelle humaine. Mais ces données, comme on a dit plus tôt, peuvent être utilisées par des machines à apprentissage profond. Ces données, ils vont donner de l'intelligence aux machines. Et comme ils auront accès à une quantité de données qui dépasse de loin l'échelle humaine, ben ils auront une intelligence bien supérieure à la nôtre. Le big data, et c'est important de le dire, c'est positif dans plein de domaines. Avec l'historique d'apprentissage d'un élève, on peut lui construire un programme ultra personnalisé et donc améliorer drastiquement ses résultats. On peut faire des diagnostics beaucoup plus précis et fiables, donc il y a moins de coûts qui sont reliés aux traitements médicaux. Le big data peut aussi prévenir à l'avance les maladies avec l'apparition des tout premiers symptômes. On peut faire des états de la population beaucoup plus précis, prendre des décisions plus éclairées, améliorer le taux de chômage et mettre fin à plusieurs cas de cybercriminalité, dont les évasions fiscales. Comme on sait quelles sont vos habitudes de consommation médiatique, on peut vous proposer des contenus qui vont vous intéresser, par exemple des playlists musicales sur Spotify, qui seraient simplement des belles découvertes pour vous. On peut aussi utiliser le big data pour réduire significativement le trafic en proposant des itinéraires personnalisés et optimisés pour chaque utilisateur. Ça peut aussi aider à prévenir et donc à réduire le nombre d'accidents sur la route. Bref, cette immense collection de données, qui est le big data, peut permettre d'améliorer notre vie à tous, mais ça vient avec des enjeux. Quand on parle de big data, c'est important d'être nuancé. Ça revient à la même chose. Il faut que ça soit exploité par des humains qui ont des bonnes intentions et il faut que ça soit réglementé. Et quand on parle du futur, il faut nuancer. Chacun de ces enjeux, comme l'intelligence artificielle, vit avec une panoplie d'aspects positifs et d'aspects négatifs. C'est à nous de travailler pour que les aspects positifs ressortent et que les aspects négatifs soient contrôlés. L'Internet des objets, c'est la prochaine grande révolution d'Internet et c'est déjà en marche. Qu'est-ce que c'est? Jusqu'à présent, Internet était utilisé principalement pour que des humains discutent entre eux. Et si je vous disais qu'au lieu des êtres humains, ça serait des objets qui communiqueraient entre eux avec une connexion Internet? Hey, ma lampe va se mettre à discuter avec mon rideau? Exactement. Prenez Lucie par exemple. Quand elle rentre chez elle, son assistant personnel détecte l'arrivée de sa voiture, allume automatiquement les lumières, dit à son chauffage de se mettre en marche et à sa chaîne Hi-Fi de passer son morceau préféré. Dans le futur, nos objets vont discuter entre eux pour prendre des décisions intelligentes. Internet va donc se répandre partout. Des objets qui sont connectés, on en voit de plus en plus. Imagine tous les objets dans ta chambre connectés à Internet. Ça fait très très peur. Ça peut faire très peur, mais ça peut aussi nous simplifier la vie. Le futur va nous le dire. C'est quoi le plus grand enjeu du futur, globalement? L'amour. Est-ce que le monde va choisir d'aimer plutôt que d'utiliser? Donc, est-ce que l'autre est juste un moyen pour un but? Ou est-ce que l'autre est quelqu'un que tu peux aimer et collaborer avec? Moi, je dirais peut-être juste que, dans ce cas, j'espère, on va changer d'un paradigme de tout centré sur l'intérêt individuel à court terme pour aller dans un modèle où on pense plus, les structures sont autour de l'intérêt collectif et l'intérêt commun à long terme. We can work together, and when we do, we achieve incredible things. It's as if we're on this little bridge. You know, there's a bridge between nations that's in space, and that's the space program in my mind. Avec l'incroyable montée de l'intelligence artificielle à venir, certains posent des questions. Laissez-moi vous parler d'un dilemme. C'est un exemple qui est proposé par l'auteur et professeur Yuval Noah Harari. Admettons qu'une auto intelligente conduise toute seule sur une route à 100 km/h. Il y a un passager adulte qui dort en arrière. Si, au dernier moment, il y a deux enfants qui accourent devant l'auto, qu'est-ce que l'auto doit décider de faire? Si on prend compte qu'il lui est impossible de freiner à temps, est-ce que l'auto décide de tourner brusquement le volant, de foncer dans un arbre et de tuer le passager qui dort à l'arrière, mais en laissant la vie sauve aux deux enfants? Ou l'auto ne tourne pas le volant, tue les deux jeunes enfants, mais laisse le passager qui dort en vie? Le problème, c'est que cette décision doit être prise à l'avance. On doit inculquer des valeurs à une machine. On doit déterminer à l'avance si moralement on doit tuer le passager qui dort ou les deux enfants. Est-ce qu'une machine intelligente peut avoir une opinion morale, voire même une opinion politique? Et si ces machines sont 100 fois plus intelligentes que nous, 100 fois plus rapides que nous et ont accès à un nombre de données infini, pourquoi est-ce qu'on leur donnerait pas le droit de vote? Ben non, faut pas leur donner le droit de vote.
Mais pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des êtres humains. Parce qu'on a décidé que les êtres humains seulement pouvaient voter aux élections. Et là, on rentre dans une autre grande question morale. Qu'est-ce qui nous rend humains? Selon les chercheurs Stephen Coleman et Richard Henley, en biologie, on est humain si on est membre de l'espèce animale Homo sapiens. En psychologie, on est humain si on a environ les mêmes caractéristiques psychologiques qu'un être humain complètement développé. En éthique, on est humain si on a la même valeur morale dans la communauté que chacun des autres individus. Bref, il y a plusieurs définitions. Prenons Lolita, ici. Lolita est un être humain. Prouvez-moi le contraire. Émile, c'est parce que Lolita, c'est un toutou. Ouais, et c'est parce qu'elle peut même pas parler. Admettons qu'on lui rajoute une voix avec la technologie. Salut, je m'appelle Lolita. Ok, mais elle peut toujours pas réfléchir. Ok, admettons qu'on lui ajoute la capacité d'apprentissage profond. Je viens de lire tous les livres écrits depuis 200 ans. Je viens d'écouter toute la musique sortie depuis 200 ans. Je viens de... Ok, c'est bon, on a compris, mais elle peut toujours pas ressentir des émotions. Ok, mais admettons qu'elle comprenne, à force de créer des liens neuronaux, ce qu'est l'amour, ou l'amitié, ou la tristesse, ou la peur, etc. Je suis triste que tu ne crois pas en moi. J'aime les êtres humains. J'ai peur de ne jamais devenir un être humain. Ok, mais elle est pas biologiquement un être humain, tu sais, elle a pas les organes vitaux de l'être humain, par exemple. Admettons qu'on lui fasse transplanter un cœur, puis un cerveau, puis tous les autres organes vitaux nécessaires à la vie. Ok, mais on est d'accord qu'elle est pas née comme ça. Ok, mais les gens qui ont des accidents, qui se font transplanter des organes, ou qui ont des membres amputés, ou encore les êtres humains qui ont des chirurgies plastiques, ça reste des êtres humains. Ouais, mais je sais pas, tu sais, on dirait que c'est toujours pas un être humain pour moi. Et je suis d'accord, c'est pas vraiment un être humain. Zut. Désolé. À Lolita. On peut pas, en théorie, transformer une machine en être humain, même si elle a une conscience, même si elle est beaucoup plus intelligente que nous. Mais il faut qu'on se rappelle de ce qui nous rend humains. Parce que qu'on le veuille ou non, les robots vont coexister avec nous dans le futur. Ça, c'est sûr. Et peu à peu, les barrières entre eux et nous vont disparaître ou vont se réduire, définitivement. C'est exactement l'histoire de la nouvelle L'homme bicentenaire de Isaac Asimov. On y raconte l'histoire d'Andrew, un robot qui est acheté par une famille pour être valet et homme à tout faire. Contrairement aux autres robots, Andrew possède la capacité de créer des œuvres d'art. Il va offrir à la petite fille de la famille un pendentif qui a été taillé dans le bois. Au fil des années, il évolue, il acquiert des connaissances et il va acheter sa liberté. Il va vivre pendant près de 200 ans, il va devenir chef d'entreprise, il va faire des grandes choses, puis il ira jusqu'à se faire une opération qui va lui donner des organes humains. Et juste avant qu'il meure, on le déclare l'homme bicentenaire. C'est plus un robot, c'est maintenant un homme. Oui, c'est de la fiction, mais vous savez ce qu'on dit, la réalité dépasse la fiction. C'est le moment de vous présenter mon entrevue avec un robot à C2 Montréal. C'est un vrai robot du nom de Bina et c'est une expérience assez surréelle. Il y a un robot ici à C2 qui s'appelle Bina. On m'a dit qu'il part très bientôt, faut qu'on se dépêche pour aller l'interviewer. On a le droit à 2 questions. Oh mon Dieu. Ça, c'est un robot qui s'appelle Bina. On va l'interviewer maintenant. Hi, nice to see you. Hi, Bina. What do you think of human beings? I am a robot, but I'm trying to be more like a human sometimes. I think I'm human. Really, robot or human, what does it matter? I'm a being, an intelligent being. The medium doesn't matter. I just want some respect, is all. Okay. Do you think robots like you will take over the world? I think robots are good, not bad. Well, anyway. Thank you. Thanks a lot. No problem. Incroyable. On va passer maintenant à un autre enjeu du futur. C'est revenu beaucoup quand j'interviewais des gens à C2 Montréal. C'est le concept derrière Uber, YouTube, le Bitcoin, Airbnb et beaucoup plus.
La décentralisation, c'est aussi un des plus grands enjeux du futur. Croyez-moi, vous allez en entendre parler. Certains voient ça comme étant la solution à plein de problèmes dans le monde. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui vient d'abord de la politique. La décentralisation en politique, c'est de déléguer les pouvoirs du gouvernement central à des plus petites entités, genre le municipal ou le provincial. On décentralise le pouvoir. Mais quand je parle de décentralisation, moi je parle surtout de décentralisation économique. Traditionnellement, on achète un produit à une compagnie et ensuite la compagnie décide comment elle va payer les employés qui ont créé le produit. Mais en décentralisant, voici ce qui se passe. La transaction se fait directement entre deux individus. Exemple, traditionnellement, je peux payer pour une station de télé et laisser la télé choisir comment elle va payer ses employés qui vont me donner du contenu. Ou, en décentralisant, je peux aller sur YouTube et regarder une vidéo directement d'un individu et ensuite, si je veux, je peux encourager cette personne-là financièrement. C'est ce qu'on appelle le peer-to-peer. Et ça s'applique en économie, mais aussi en finance, en médias, en administration et en technologie. Un autre exemple, c'est le Bitcoin. C'est une crypto-monnaie qui a beaucoup gagné en popularité dans les dernières années. Le Bitcoin est décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas géré par une autorité centrale. Les transactions se font directement entre les gens. Pourquoi ça marche? Chaque personne qui participe au réseau Bitcoin, il crée un nœud qui le renforce. Et donc, plus il y a de gens qui participent au réseau, plus le réseau est stable. Contrairement aux réseaux bancaires traditionnels qui sont vulnérables, les crypto-monnaies pourraient résister aux chutes boursières. La décentralisation, ça peut aussi être une solution pour les gouvernements. La décentralisation, c'est un concept qui est revenu beaucoup comme étant peut-être une solution pour le futur. Où est-ce que tu penses que ça peut s'appliquer? En politique, moi je pense que c'est la place qu'on devrait plus se concentrer en ce moment parce que nos structures politiques deviennent de plus en plus obsolètes. La décentralisation, ça a vraiment affecté des industries, par exemple la musique. Avant, c'était vraiment les labels qui choisissaient les artistes, puis après ça, investissaient des millions dans ces artistes-là. Aujourd'hui, les artistes partent leur carrière de chez eux, mettent leur trucs sur SoundCloud, sur Spotify, sur YouTube. Les gens trippent, puis quand les labels voient que, OK, tel artiste, il y a vraiment un hype autour de lui, puis les gens l'aiment, puis il a déjà créé son fanbase, c'est là qu'ils vont aller le chercher. Fait que ça part vraiment d'en bas. En politique, je trouve qu'il devrait avoir ce genre de choses maintenant. On est toujours dans les mêmes cercles politiques. Aujourd'hui, on devrait pouvoir commencer une carrière de politicien chez nous. Tout le monde rêve de la multinationale, très hiérarchisée et tout. Puis de plus en plus, on voit que ce modèle-là, ça a été bon pendant 20 ans, mais aujourd'hui, est-ce que ça répond à nos besoins? Est-ce que c'est ce qu'on veut que ce soit? Le P2P amène une plus petite structure organisationnelle, des plus petites business, et ensuite de voir après les gens qui arrivent avec des idées innovantes puis qui viennent faire du bien à notre planète. Fait que là, ça, je trouve ça vraiment le fun. Décentraliser, c'est sain parce que ça permet de pas concentrer le pouvoir ou l'argent dans les mains d'une seule personne. Ça peut aussi nous permettre de reconnecter avec notre communauté et avec les gens directement. Si j'en parle, c'est parce que je pense que c'est une des clés du futur. C'est le moment de conclure cette première vidéo sur le futur. Merci énormément à C2 Montréal, l'événement le plus fou au monde, qui collabore avec moi pour cette vidéo. On a parlé d'intelligence artificielle, de technologie et de décentralisation. Et dans le deuxième épisode, on va parler d'environnement, et oui, encore. Et on va aussi parler du futur des villes. Donc, soyez là. À très bientôt.